À cette époque-là, on pourrait dire que le SMIC, aussi flou soit-il finalement, puisque aujourd'hui, bien des gens ne sont même pas à ce niveau-là, mais le SMIC de l'époque, on peut le fixer à, pour une année de travail et pour un manouvrier, à 200 livres. Lorsque Voltaire dépose 100 000 livres chez Laborde, il s'agit donc de 500 années de travail. Quand il le fait, il a peut-être 50 ans, peu importe, mais il n'a pas derrière lui 500 années de travail de manouvrier. Mais ça encore, ces 100 000 livres-là, par rapport à ce qui lui est passé dans les mains, c'est une plaisanterie. Alors donc, il faut le prendre dès le début, Voltaire, et nous allons le prendre évidemment à travers sa correspondance, puisque, comme M. Masson l'a signalé, ce livre utilise vraiment autant qu'il est possible la correspondance, parce qu'elle a été publiée il y a une trentaine d'années chez Gallimard, la Pléiade, donc on peut faire confiance, on pourrait dire. Donc, lisons la correspondance de Voltaire, avec cette remarque que peut-être ces choses-là, on aurait pu les savoir avant, ou alors que, de toute façon, puisque cette correspondance est tout à fait publique depuis 30 ans, on aurait pu, les universitaires par exemple, nous en dire davantage. Je vais tout de suite aller au vif du sujet en prenant un extrait d'une lettre que Voltaire adresse à un personnage dont il ne faut pas retenir le nom, la marquise de Bernières. Mais ce qui est important à dire, c'est qu'à ce moment, il a 28 ans. Il lui écrit ceci. « Pour moi, madame, qui ne sait point de compagnie plus aimable que la vôtre, et qui la préfère même à celle des Indes, quoique j'y ai une bonne partie de mon bien, je vous assure que je songe bien plutôt au plaisir d'aller vivre avec vous, ainsi de suite, ainsi de suite. » Compagnie des Indes, donc, il nous le dit, où il a une bonne partie de son bien. Qu'est-ce? Eh bien, à cette époque précisément, alors qu'il n'a que 28 ans, il est propriétaire de 3 actions de la Compagnie des Indes. 3 actions, on peut les évaluer en disant qu'il s'agirait peut-être de 3000 livres. 3000 livres par rapport à nos 200 livres pour une année de travail, ça fait déjà quelque chose. Mais surtout, ça nous permet de voir que dès ce moment, Voltaire est intéressé finalement très directement par la traite des Noirs. Son cas s'aggravera par la suite. Je poursuis. Dans ce même moment où il a 28 ans, donc où il est simplement réputé comme poète de cour, peut-on dire, il adresse une lettre au cardinal Dubois. Nous sommes au temps de la Régence. Le cardinal Dubois s'apprête à être le ministre prépondérant du régent. Et voici ce que Voltaire lui écrit. Et là, il faut bien retenir ce qu'il est en train d'expliquer, donc petit poète de cour, à un grand personnage de la monarchie. J'envoie à votre éminence un petit mémoire de ce que j'ai pu déterrer touchant le juif dont j'ai eu l'honneur de vous parler. Dans ce cas-là, il ne faut pas s'arrêter au terme juif, ça n'est pas le plus important, je vous dirai pourquoi. Je poursuis la lettre. Je peux plus aisément que personne au monde passer en Allemagne sous le prétexte d'y voir Rousseau, dans ce cas il s'agit de Jean-Baptiste et non pas de Jean-Jacques, à qui j'ai écrit il y a 2 mois que j'avais envie d'aller montrer mon poème au prince Eugène et à lui. J'ai même des lettres du prince Eugène dans l'une desquelles il me fait l'honneur de me dire qu'il serait bien aise de me voir. Si ces considérations pouvaient engager votre éminence à m'employer à quelque chose, je la supplie de croire qu'elle ne serait pas mécontente de moi et que j'aurais une reconnaissance éternelle de m'avoir permis de la servir. Quel service pouvait rendre Voltaire à ce moment-là au cardinal Dubois? Eh bien, il joint à sa lettre un mémoire touchant le personnage que j'ai évoqué tout à l'heure, qui s'appelle Salomon Lévy. Et voici ce qu'il dit à propos de Salomon Lévy, c'est-à-dire il fait un rapport, on pourrait dire, en écrivant ceci.
Salomon Lévy, natif de Metz, fut d'abord employé par M. de Chamillard, ministre de la guerre. Il passa chez les ennemis avec la facilité qu'ont les Juifs d'être admis et d'être chassés partout. Il eut l'adresse de se faire munitionnaire de l'armée impériale en Italie. Il donnait de là tous les habits nécessaires à M. le maréchal de Villeroy. Je saute, et je prends simplement ceci. Il compte faire des liaisons avec Oppenheimer et Werthembourg, munitionnaires de l'empereur, parce qu'ils sont tous deux juifs comme lui. Ce qu'il faut retenir là, c'est que Voltaire veut faire savoir qu'il est au courant des tractations qui interviennent à l'occasion des guerres et qui engagent les activités des munitionnaires. Munitionnaires ou fournisseurs de vivres aux armées. Dans le cas d'un conflit, évidemment, les armées ont absolument besoin de s'alimenter, de se vêtir, ainsi de suite. Donc, dans ce cas, des marchés s'ouvrent. Et si d'une façon ou d'une autre, vous contrôlez le blé qui existe à tel et tel endroit, dans tel et tel moment, vous contrôlez aussi indirectement les activités de l'armée, parce que vous pouvez dire j'en ai pas, ou alors j'en ai, mais voici le prix. Et puis ensuite, étant munitionnaire, vous pouvez être aussi en contact avec les munitionnaires du camp d'en face. Et si en particulier, du côté des vivres, vous êtes occupé à nourrir les chevaux aussi bien que les hommes, ça peut être très important de savoir ce qui se passe dans le camp d'en face, parce que les munitionnaires, les fournisseurs, savent les mouvements de troupes à l'avance, puisqu'il faudra alimenter. Donc, vous pouvez aussi jouer le côté espionnage. D'où viennent ces éléments dont dispose Voltaire si jeune? Ils lui viennent des entretiens qu'il a eus avec le maréchal de Villars, avec qui il est allé passer quelque temps au château de Vaux. Voilà. Et pour en finir sur cette situation de Voltaire à 28 ans, je prendrai une lettre, un extrait qu'il adresse à son ami Thierriot. Raillerie à part, j'écrirai une épître chagrine au Paris s'il ne vous donne rien. Voilà que donc Voltaire est en situation de s'adresser à des personnages, à une famille, on pourrait dire, à une fratrie, les Paris, et il peut donc éventuellement, si on ne rend pas service à son ami Thierriot, leur envoyer une épître chagrine. C'est donc qu'il les connaît bien, les Paris. Alors il faut tout de suite préciser qui ils sont, puisque Voltaire aussi a pu apprendre beaucoup de choses à leur contact, et puis ça n'est pas fini pour lui d'apprendre. Mais d'abord, on peut dire qu'à ce même moment, nous sommes en 1722, un bébé vient d'apparaître en France, un bébé, plus tard, on l'appellera la marquise de Pompadour. Ce bébé, on ne sait pas trop s'il n'est pas le fils adultérin d'un des frères Paris. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'un des frères Paris aura été son parrain. Eh bien, les frères Paris, natifs de Moiran, pas trop loin donc d'ici, ont fait fortune à la fin du règne de Louis XIV du fait des guerres qui ont été un désastre, mais des guerres qui ont permis à ceux qui trafiquaient du côté des fournitures de vivres de s'enrichir. Le père officiel de la petite Poisson, puisqu'au départ, Madame de Pompadour n'est que la petite Poisson, Monsieur Poisson-Papa est spécialiste des fournitures de vivres. Voilà tout un monde. Ensuite, les frères Paris sont des personnages très importants pour la finance du royaume, puisque à l'époque du Régent, ils vont devoir redresser les finances du royaume à eux seuls, pourrait-on dire. Et puis, dans ce genre d'occasion, et comme précédemment, ils se sont enrichis d'une façon qui est quelquefois choquante. Donc, par rapport à l'opinion publique, il faut de temps en temps que des poètes de cour écrivent certains textes pour les défendre. Eh bien, semble-t-il, ils auront trouvé la plume du tout jeune Voltaire, qui va écrire une ode destinée à circuler dans les rues pour bien faire savoir à la population qui pourrait l'ignorer que les Paris sont vraiment des gens très honnêtes, qu'il n'est pas nécessaire de mener des enquêtes. Ce qu'ils ont recueilli, ils le méritaient très largement, etc., etc.